Je suis arrivé dans le 7e art grâce à Moussa Senapsa, Les Enfants de Popenguine en 1993, dont j'étais l'acteur principal du film Batch. Et puis je suis allé me former comme exemple, comme un autodidacte, aller m'inscrire dans les bibliothèques, aller voir des films dans les ciné-clubs. C'est Ndjugo Mortarba, qu'on appelle Médiatique Communication, qui m'a permis de faire des plateaux de grands longs-métrages comme stagiaire. Et puis, stagiaire à la réalisation. À fond. Après, deuxième assistant. Mes débuts, j'avais un petit calepin, tout simple, avec un crayon. Je ne sais pas si c'est un travelling, c'est un rail. C'est quoi ça? Avec plein de trucs. C'est ce qu'on appelle travelling. Si on a envie de faire une travelling. Je note, parce que je veux apprendre. Parce qu'en 2004, j'ai eu la chance de faire mon premier film, qui s'appelle Djaïdjap. C'est un court-métrage de 5 minutes, qui a raflé pas mal de prix. Ce n'est pas les prix qui sont importants, c'est le contenu. C'est un film qu'on a tourné avec 0 francs. S'il y a quelqu'un qui veut faire son film, tout le monde se met à son écoute. On vient, on le soutient. C'est le cas de Ciné Banlieue, avec M. Abdelaziz Boy, qui a formé plein de jeunes. Quand ils font un film, ils m'appellent, je les demande 0 francs, je viens, je travaille. Jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais un producteur qui vient, je te demande combien tu me payes. Et via les initiatives comme les festivals, ils organisent des masterclass. Ça te permet de venir voir un film et discuter avec le réalisateur. Et via, pareil que Image et Vie, Festival de films de quartier, à son époque, par rapport au cinéma, qui a boosté pas mal de choses via le numérique. Upsumax à la biscuiterie, c'est un centre de formation digne de ce nom. Ce serait bien que dans chaque région du Sénégal, qu'il puisse y avoir ces genres de centres de formation pour booster ces jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont passionnés. Aujourd'hui, nous devons être très conscients par rapport à cette industrie culturelle que vous avez parlé tout à l'heure, mais là, on va même plus loin. On parle de l'économie numérique. Mais bientôt, on va basculer là. Et il ne faut pas qu'on soit derrière tout ça. Il faut aussi qu'on puisse participer, contribuer par rapport au développement de la révolution technologique. Parce qu'aujourd'hui, ça peut nous permettre, avec ces petits outils, de travailler à distance et d'acquérir pas mal d'expérience. Dakar, que vous avez vu un extrait de 2 minutes, c'est juste un clin d'œil qui montre un peu Dakar avec toute cette occupation anarchique et ces beaux carapites qui font vivre. Et les carapites sont les amis du peuple. Et ce petit talibé qu'on voit aussi, qui va demander de la charité, et le mec il fout une claque. Et le gamin il tombe par terre. Cette misère que tant d'enfants vivent, et les Sénégalais font semblant de ne pas le voir. C'est un clin d'œil par rapport à ça, un cri de cœur pour ces milliers de gamins. J'ai eu à m'associer à une initiative entre l'artistique et le social. Il s'agissait avec des amis artistes comme les Jookam, les Touré Béant, Goba, musicien, Jean-Michel Brière, d'une approche de recherche, il faut le dire comme ça, avec des enfants qui vivaient dans la rue. On a mis en place cette initiative qui s'appelait Man Kenenki, c'était du Wolof, l'autre et moi, qui avait comme concept de démontrer la richesse de la pauvreté. C'était de dire, ces milliards de personnes qui étaient considérées comme pauvres, on va aller interpeller les derniers zéros que peuvent représenter ces milliards de personnes pour démontrer justement qu'ils ne sont pas pauvres. Et on n'a pas trouvé pire qu'un enfant qui a 8 ans, 10 ans et qui vit dans la rue. Donc c'est avec eux qu'on a fait tout un travail pendant une bonne dizaine d'années. Le challenge, c'était de démontrer justement qu'ils étaient loin d'être pauvres. Avec eux, on a fait les plus grandes scènes au monde. On a été les premiers à jouer au Parc de la Villette. On a été la seule compagnie africaine invitée 2 fois dans le IN du Festival d'Avignon. D'habitude, c'est dans le off, avec l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles. On a fait des trucs super fous, quoi, parce qu'on voulait démontrer, on ne voulait pas faire de petites choses. On voulait faire que des choses incroyables. Et on y est arrivé. Alors, ce bouquin est né de cette expérience-là parce que comme j'étais le plus, disons, disponible de tous, j'étais quotidiennement 24 heures sur 24 avec ces enfants qui avaient fini par m'appeler père. Donc, j'étais le père de tous ces gamins. Et ils étaient 12. Et dans les coquillages de la mort, j'essaie de raconter comment chacun de ces enfants a changé ma vie, en fait. Je ne suis pas à l'université parce que je n'avais pas les moyens,
Je me suis formé tout seul. J'avais une passion pour la culture. Au lycée, je dirigeais le journal de l'école. Entre-temps, j'ai quand même eu une grande chance. J'ai fait un concours et j'ai fait une formation en administration des entreprises. J'ai eu un emploi dès que j'ai fini ma formation. J'ai travaillé pendant 4-5 ans. J'étais super bien payé. C'était un peu une revanche sur la vie. Je faisais les bibliothèques, les librairies par terre. Je crois que j'ai tout lu. Nous sommes dans un secteur où il n'y a pas de formation spécialisée. Donc, du coup, les rares qui ont eu la chance d'aller se faire former en Europe, quand ils reviennent, ils sont tout de suite absorbés par les grosses boîtes ou bien ils vont aller travailler ailleurs. Ce qui fait que tous ceux qui se mobilisent autour de ce secteur-là, la plupart ont été formés sur le tard. Et dans le domaine du spectacle vivant, la chance qu'on a, c'est qu'on est regroupé aujourd'hui autour d'une plateforme qui s'appelle AdaFest, qui regroupe plus ou moins tous les festivals au niveau national. On essaie d'ouvrir pour en avoir le maximum. Et beaucoup ont arrêté de faire des festivals parce que avant, l'argent venait beaucoup du Nord, c'est France, Belgique, etc. Tant qu'il y avait les moyens, tu pouvais faire appel à des services compétents qui les payaient pour faire. Mais dès l'instant qu'il n'y a plus d'argent, la donne a changé. Si on veut faire de la qualité, il faut d'abord former. Et la formation, c'est à tous les niveaux. C'est aussi bien du point de vue artistique, avec tous ces modules qu'on fait avec Hervé, avec les Hervé Samb, tous ces masterclass qu'on organise. C'est non seulement avec l'artistique, mais c'est aussi avec l'administratif. L'historique même du film, c'est un phénomène qui m'a beaucoup marqué quand je suivais un reportage sur la National Geographic, sur, je pense que c'était des Américains, qui préparaient l'apocalypse. Et il y avait vraiment des groupes de personnes qui essayaient de mettre de côté beaucoup d'aliments. Donc ils ont créé des bunkers. Pour un Africain qui voit des gens qui se disent qu'ils peuvent garder des aliments à manger pendant une dizaine d'années, alors qu'ici, on a un problème pour manger, ça m'a un peu choqué, quoi. On a beau être riche, pauvre, mais on sait qu'on est, qu'on grandit et qu'on va mourir. Nous sommes en train de courir après le temps, donc de dire que voilà, on a besoin de développer ce monde, on a besoin d'argent, de voitures, de tout ça. Et ce sont toutes ces choses-là qu'on va laisser après à nos enfants. On parle de développement, mais aussi il y a toujours des séquelles. Et ces séquelles-là, est-ce que les générations donc, à venir vont hériter de choses qu'ils n'ont pas créées? Donc la vie peut être très simple. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais nos pays africains se focalisent trop sur ce développement-là. Est-ce que ce type de développement qu'ils essaient d'importer en Afrique ne va pas changer nos comportements? C'est juste une réflexion par rapport à un type de développement, un type d'émergence qui va répondre à nos exigences et vraiment à nos cultures africaines. Depuis quelques années, donc, je m'intéresse beaucoup à ce phénomène de la banlieue de Dakar. Et moi, j'y ai vécu pendant des années pour comprendre vraiment ce que ces gens-là vivent tous les jours, donc tout le calvaire. Et c'était aussi sur la même thématique, sur la responsabilité. Parce que moi, je me dis que la Biennale de Rennes, c'était ce qui vient, notre relation avec l'avenir. Et chaque artiste devait créer sur place son œuvre. Et moi, je me suis focalisé sur la responsabilité. Parce que ce sont des gens qui ont aménagé dans des endroits marécageux. Mais ces zones-là ont été vendues et attribuées par des autorités. Donc, quelque part, c'est une responsabilité partagée. Moi, j'ai suivi d'abord une formation aux Beaux-Arts, donc de 4 ans. C'était une formation où je me suis spécialisé en art plastique. À Pictoun, on a fait 2 années de formation très, très difficile. Pour vous dire qu'on nous payait même, on nous payait. Donc, on ne payait pas, mais on nous payait. Et Pictoun a travaillé sur son premier projet de téléfilm qui s'appelait à l'époque Kabongo, le griot. Tous les 3 mois, on devait sortir une épisode de 12 minutes, c'est colossal comme travail. Et c'était vraiment ma première expérience en animation. Et c'était un studio où il y avait plus de 80 dessinateurs. Et c'était vraiment un très, très grand projet, très prometteur. Quelques années après, bon, Pictoun a connu une faillite parce que voilà,
Le dessin animé aussi, comme l'a dit M. Cham, c'est beaucoup d'argent. Si on investit sur un projet de film, il faut attendre la fin pour avoir des recettes. Je n'ai pas baissé les bras parce qu'on était à l'époque plus de 40 jeunes qui ont reçu une formation en dessin animé, mais il n'y avait pas de structure qui travaillait en animation. Du coup, j'ai rebondi avec un groupe d'au moins 10 personnes qui sont aujourd'hui à la RTS. Et je leur ai dit, OK, on a eu une formation, donc on a eu la connaissance. Ce qui reste, c'est quoi? C'est juste chercher le matériel. On se cotisait pour acheter un scanner. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur notre premier film de dessin animé, Tabi. Parce qu'un plasticien, c'est quelqu'un qui toujours cherche des voies de contournement. Et c'est là que je m'étais dit, OK, on n'a pas un technicien informaticien, mais on peut colorier avec des crayons de couleur. Et c'est pour cela que ça nous a pris vraiment une année de travail. J'ai eu à faire beaucoup de résidences avec CFI, donc, qui a organisé beaucoup d'ateliers avec des réalisateurs africains. Donc le dernier a été à Imagine avec Gaston Caboret, qui est un réalisateur burkinabé. Et on avait 1 mois pour réaliser un film ensemble. L'animation, c'est tout un ensemble. Par exemple, quand on fait un film comme mon ami Ismaël, c'est la caméra, après on branche le son, on a les dialogues. Mais en animation, quand quelqu'un doit parler, il faut chercher un comédien, il faut faire ce qu'on appelle la détection, il faut les ouvertures de bouche, c'est des spécialistes qui font ça. Il faut également travailler ce qu'on appelle le bruitage, parce qu'en animation, on crée tout. C'est des studios qui créent tout ce qui est bruitage. Il faut vraiment travailler avec des professionnels pour comprendre tout ça. Moi, je suis à l'ENA depuis 7 ans. J'enseigne le cinéma d'animation. J'amène tout mon matériel, tout. Je suis chargé comme ça à chaque fois que j'ai un cours aux Beaux-Arts, parce que l'école n'a même pas d'ordinateur. L'école des Beaux-Arts est constituée d'une vingtaine de vacataires. On n'est pas payé, on est payé annuellement. Moi, ce que je gagne aux Beaux-Arts, c'est la plus petite œuvre que je vends dans mon atelier annuellement. Mais on est là parce que, voilà, on y croit et on ne voudrait pas que cette école soit fermée. Je suis enseignant tutélaire, je suis enseignant vacataire à l'université Gaston Berger. Ils ont ouvert une nouvelle section qui fait métier des arts et de la culture. Ça fait 3 ans que j'y suis. Le premier manque, c'était les référentiels pédagogiques. Il n'y avait pas. Ou bien ce qu'ils te montraient, c'était carrément du copier-coller, des cours de France, de Belgique, je ne sais pas quoi. Et j'étais obligé moi-même de créer mon propre référentiel que j'utilise. Ça part de mon vécu, ça part de mon expérience. Il faut arriver à stabiliser un syllabus standard sur lequel, même si nous ne serons plus là, ceux qui vont venir par la suite, peut-être que je ne voudrais pas y retourner l'année prochaine. Parce que de 15 étudiants en première année, maintenant, je crois que l'année prochaine, ils sont 100. Moi, je ne me vois pas enseigner mon module à 100 étudiants, ce n'est pas possible. Les modules que j'ai, c'est pour 20, 25 maximum. Dès que c'est 100, je leur ai dit, à partir de 100, je ne peux pas. Donc, et ceux qui viendront prendre le relais, sur quelle base ils vont travailler. Donc, je pense que ça manque à construire. Il faut qu'on arrive à le construire et à bien le construire. Non seulement pour l'université, mais aussi pour les formations que nous faisons en région. Par exemple, quand on va à Tamba, quand on va à Diourbel, quand on va à Mbacké, ceux qui administrent autour des artistes, souvent, ils n'ont pas été à l'école. Et j'ai réussi à transcrire tous mes cours en Wolof. Le cours de management que je peux faire en français, je peux très bien le faire en Wolof. Et il passe très bien. Parce que pour moi, ce n'est pas une question qu'on n'a pas été à l'école, qu'on ne peut pas être manager. Les jeunes qu'on me présente comme manager, ils sont avec l'artiste depuis 4 ans, 5 ans. Donc la Libye de l'école, ça ne tient plus. J'ai mes modules que je peux enseigner en Wolof, en français et dans ma langue maternelle, en Pulaar. Il faut qu'on arrive à dissocier un peu les responsabilités et ne pas tout demander à l'État. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des choses que nous devons prendre en main nous-mêmes. Et nous sommes sur un programme ambitieux qui a une grosse part formation, qui s'appelle Misons sur la culture. C'est une grosse campagne qu'on va démarrer. Là, le mois prochain, on a un partenariat avec la TFM parce qu'il faut que les gens nous entendent. Parce que quand tu n'es pas entendu, on ne sait pas ce que tu fais. On va signer un accord avec le FONGIP, qui est un fonds de garantie.
Parce que ce sont des leviers que d'autres secteurs appuient pour démarrer. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que secteur, de nous appuyer sur ces mêmes leviers? Tant qu'on n'arrivera pas à comprendre qu'on ne peut pas traiter la culture sous l'angle de la demande sociale, on aura un problème. Il faut le rappeler que le temps d'apprentissage, en tout cas dans la création artistique, dans le secteur où nous sommes, c'est un temps long. Et ça, je crois que c'est un fait sur lequel il faut toujours revenir. C'est difficile pour eux de l'accepter. Quand ils le comprennent, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils disent « Oui, mais entre-temps, comment je fais? Je suis marié, j'ai un loyer à payer, j'ai une facture. » Il faut choisir, quoi. L'art, c'est une passion. Et cette passion-là, ça ne veut pas dire qu'on est artiste, qu'on doit vendre ses toiles ou bien son travail pour vivre. Vous avez utilisez votre intelligence. Vous avez plus de temps que les autres. Faites autre chose le temps que votre art mûrisse, le temps que les gens, parce qu'aussi, nous, vous voyez un Pignan ou bien Ismaël, ils pensent que ça s'est passé en 2 jours. C'est une vingtaine d'années, c'est une quinzaine d'années. Et jusqu'à présent, moi, quand je croise des curateurs qui disent « Oui, lui, c'est un artiste émergent. » Émergent. Après 15 ans ou 20 ans de carrière. Voilà. Donc, c'est la patience. Je suis fils de Moundou. La vie, un défi. L'art, ma nouvelle vie. L'impact de la formation sur la culture. La vie est une force sauvage. La comprendre est une mission impossible. Nous sommes le miroir de notre environnement. Se mirer, c'est regarder à l'extérieur. Alors, je vis, je vois, je vais, je tue, je fais vivre, je meurs et j'ai faim. Tous les tableaux mènent à un bon port, mais quel est le bon port? Étalé sur un mur et adossé à un rempart, je regardais la nuit tomber sur Gorée. L'idée du Karab, l'idée du talibé peut être poursuivie en long métrage, sinon la dernière partie de l'animation est très touchante et surtout très significative. Une vie réelle, telle que l'on voit dans la vie de tous les jours. Retour à la source pour une pensée universelle afin de susciter chez les téléspectateurs des suggestions sur l'avenir de l'humanité. Chemin de vie sublime. Compter ou raconter. Le décompte du compte des compteurs au compte jamais compté. Un intéressant travail des artistes. Merci.